Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce séminaire virtuel inter-outre-mer d'ERITA. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Cluzot, je travaille à l'ACTA en tant que directrice des programmes et des Outre-mer et je vous accueille aujourd'hui au nom de l'animation nationale inter-outre-mer d'ERITA. Alors, avant de démarrer les présentations, j'ai quelques consignes et puis informations à vous donner pour faciliter le bon déroulement de ce webinaire. Alors, tout d'abord, en premier lieu, je vous informe que cette séquence est enregistrée et qu'elle sera mise en ligne pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui de pouvoir visionner ultérieurement ce webinaire. Donc, si vous ne souhaitez pas être filmé, vous pouvez éteindre votre caméra. Pendant les présentations, pour le confort de tous, alors apparemment, il y a un souci de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Oui, moi j'entends. Ok, merci. Donc, je continue. Donc, pendant les présentations, vos micros doivent rester coupés. Si vous avez des questions à poser pendant la présentation, je vous invite à les mettre dans le chat et vous aurez la possibilité de les poser ensuite directement et oralement à l'intervenante, bien sûr en levant la main ou alors, si vous ne souhaitez pas prendre la parole, les mettre dans le chat. Si vous prenez la parole, merci de mettre votre caméra parce que voilà, c'est toujours plus sympa de se voir quand on se parle. Alors, la séquence, elle va se dérouler de la manière suivante. Je vais vous donner quelques mots sur l'actualité d'ERITA. Ensuite, on passera directement la parole à Gaël Tisserand qui nous fera son intervention pour une vingtaine de minutes. On aura une vingtaine de minutes pour échanger, poser des questions et interagir. Et puis, on fera la conclusion. Alors, tout de suite, quelques mots sur l'actualité d'ERITA. Alors, peut-être que voilà, tout le monde ne connaît pas forcément l'écosystème d'ERITA. Donc, moi, j'aime bien rappeler que les RITA, ce sont des dispositifs uniques dans le paysage agricole ultramarin. Ils sont présents dans presque tous les territoires d'outre-mer. Et en fait, ils rassemblent l'ensemble des acteurs de la recherche, de l'innovation, du développement agricole des institutions territoriales, des représentants de l'État, pour travailler ensemble à relever les défis locaux, qu'ils soient techniques, sociaux, économiques, environnementaux, pour promouvoir aussi des pratiques agricoles durables. Donc notre mission, c'est d'accélérer la création de solutions concrètes pour répondre aux besoins des agriculteurs et diffuser largement les innovations qui sont produites. Alors, la vie d'ERITA, elle est rythmée par la programmation agricole européenne et française. Et donc, en fait, depuis 2023, on est dans une phase de transition entre la programmation 2014-2022 et la nouvelle programmation européenne. Et dans cette période-là, dans cette période de transition, on a travaillé tous ensemble à l'élaboration d'un plan d'action national. Donc, ce plan d'action, il est toujours au service d'une ambition qui est celle de soutenir l'émergence d'innovations et de renforcer leur transfert, tout en favorisant les projets interterritoires et en cherchant à valoriser les actions de recherche et de développement. Alors, en 2025, on a lancé plusieurs actions qui commencent à se concrétiser et je vais essayer de vous en illustrer quelques-unes. Donc, je vous rappelle qu'au mois de février 2025, on avait organisé un colloque à l'occasion du Salon international de l'agriculture. Donc, les actes du colloque sont maintenant disponibles. Et à l'occasion de la réalisation de ce colloque, on avait travaillé aussi pour réaliser des cartographies de chacun des RITA dans les DOM pour mettre en avant, mettre en visibilité ces écosystèmes territoriaux. On a, dans l'été, accueilli 2 stagiaires qui ont mené 2 grands chantiers structurants pour nous et qui aboutissent pour l'un à la production d'un guide méthodologique du transfert des innovations agricoles aux agriculteurs, dont vous avez la couverture qui s'affiche à l'écran. Nous avons aussi commencé à initier une bibliothèque pédagogique à destination des établissements d'enseignement agricole. Donc, elle va être en ligne très prochainement.
On a fait tout un travail de cartographie et d'inventaire des réseaux complémentaires d'Erita, avec lesquels les collaborations existent déjà et d'autres sont à créer ou à renforcer. On a travaillé sur une mallette à destination des animateurs de réseau et aussi à l'élaboration d'un parcours d'accueil pour les animateurs territoriaux. Donc, voilà, tous ces objets, tous ces résultats-là sont en cours de finalisation pour la plupart et vont être mis à disposition de tous très prochainement. On a également réalisé un inventaire de l'ensemble des projets de R&D qui sont conduits dans les territoires et un travail d'inventaire des livrables qui ont été produits dans les phases 1 et 2 d'Erita et qui doivent être portés un peu mieux à connaissance. Et enfin, dernier gros chantier là, qui nous occupe, c'est la préparation d'un COATIS. Donc, COATIS, c'est le centre de ressources d'Erita rénové. Donc, on a élaboré un cahier des charges qu'on va mettre en œuvre très prochainement. Alors, en termes d'actualité, on va dire maintenant, c'est quoi l'actualité au niveau de l'animation nationale d'Erita? Eh bien, pour nous, l'enjeu, il est de pouvoir mettre en œuvre le plan d'action dans le cadre d'un projet qu'on a appelé Rita Axiom pour accélérer le développement des innovations, le transfert, pardon, des innovations dans les Outre-mer. C'est un projet qu'on a déposé dans le cadre d'un appel à projet Transition et souveraineté qui est proposé qui a été ouvert par le ministère de l'Agriculture et pour lequel nous attendons l'acceptation. Donc, quand il démarrera, c'est un projet pour une durée de 5 ans et qui nous permettra de mettre en œuvre le plan d'action qu'on a élaboré. Juste quelques indications du contenu de ce projet. À l'intérieur, on a prévu de créer, de mobiliser des référents impact et transfert dans tous les territoires, d'accompagner et de favoriser l'émergence de collaborations entre territoires, d'accompagner, de mettre en place un incubateur de projets, donc, et accompagner des projets, le montage de projets et jusqu'au dépôt de ces projets, et puis le lancement d'appels à projets dédiés à l'intérieur de ce grand projet. Et l'ensemble de ces actions s'inscrivent toujours dans les 3 grandes lignes de force qu'on a définies dès le début, donc les 3 enjeux prioritaires, le changement climatique et l'accès à l'eau, la souveraineté alimentaire et la réduction de la dépendance aux intrants. C'est pour moi aussi l'occasion de vous dire que ce séminaire, c'est aussi un appel à collaborer qu'on vous lance. Ce séminaire, il a vocation à vous permettre de partager vos idées, de vous donner des envies de vous impliquer aussi dans les projets qu'on vous présente. Et puis, si ce n'est pas déjà le cas, de rejoindre la grande famille des acteurs d'Erita pour continuer à construire l'agriculture ultramarine de demain. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet d'Erita. Et du coup, je vais passer sans plus tarder la parole à Gaëlle Tisserand de l'Armée Flore, qui va aborder un sujet autour de l'enjeu de la souveraineté alimentaire à l'île de la Réunion et nous présenter les travaux menés sur le soja et la patate douce. Bonjour, Gaëlle Tisserand, je suis responsable du pôle agriculture biologique à l'Armée Flore. Je vais vous parler du soja et de la patate douce, qui sont des cultures sur lesquelles on travaille et qui pourraient être des leviers pour participer à la souveraineté alimentaire à La Réunion. Donc, vous voyez bien les slides, c'est bon? Je pense que oui. C'est bon, Gaëlle. Ok. Du coup, avant de commencer, je voulais vous rappeler un peu le contexte à La Réunion. Donc, avec 37 500 hectares, la surface agricole utile, représente 15% du territoire et la canne est présente sur plus de la moitié de la surface. Elle est suivie par les surfaces fourragères et les productions fruitières représentent 8% de la SAU et 6% pour le maraîchage. En ce qui concerne le taux de couverture, au niveau des produits frais, il est plutôt satisfaisant avec un taux entre 60 et 100%.
Et ce taux, si on regarde par culture, enfin par production, le taux il est de 68% pour les légumes frais, 100% pour les œufs et la viande de lapin ou de porc par exemple. Mais si on ramène cette production sur le marché global, c'est-à-dire en intégrant les produits transformés et le congelé, le taux de couverture tombe à 50%. Voilà, donc ce qui entraîne que 77% du volume des produits alimentaires est importé, avec une forte dépendance pour les produits avec un apport énergétique important, comme les céréales et le riz. Et cette dépendance, elle est très élevée et nous rend vulnérables face aux fluctuations mondiales. Donc, par rapport à ce contexte, on voulait proposer des filières locales et du coup, l'objectif, c'est de travailler de la production jusqu'à la transformation pour participer à la souveraineté alimentaire. Du coup, on a pris deux cultures avec deux contextes, vous allez le voir, très différents. Le soja, qui est une protéine végétale avec un transformateur qui est déjà présent à la Réunion, qui transforme uniquement pour l'alimentation humaine. Et il n'y a aucune production aujourd'hui de soja en local. La patate douce, c'est une production qui est traditionnelle, qui est connue sur l'île, avec des besoins qui sont identifiés par les transformateurs, mais où on est plus encore en phase de réflexion, en phase de projet. Donc maintenant, je vais me concentrer sur le soja. Donc nos travaux sur le soja s'intègrent dans le projet CaProtéines qui est financé par c'est un financement national via France Relance, donc qui est piloté par Terre Innovia, qui est l'Institut technique sur les oléoprotéagineux, pardon, en métropole, et IDEL, qui est l'Institut technique sur l'élevage. Donc l'objectif de CaProtéines, c'est de participer, de limiter la dépendance aux importations, d'encourager l'autonomie en protéines végétales au niveau national en augmentant de 40% des surfaces des légumineuses pour atteindre 300 000 hectares. Voilà, alors du coup, pourquoi le soja et pourquoi on focalise sur le bio pour la Réunion? Du coup, le soja, c'est une légumineuse dont les graines sont utilisées aussi bien en alimentation animale pour faire du tourteau qu'humaine pour l'alimentation humaine pour faire du tofu. C'est une alternative très intéressante aux protéines animales car elle est très riche en protéines avec un taux supérieur à 40%, supérieur ou égal à 40%. Et c'est également une culture qui est adaptée à une production en bio parce qu'elle est peu sujette aux maladies et aux attaques de ravageurs. En plus, c'est une légumineuse, du coup, elle fixe l'azote de l'air et elle nécessite peu d'intrants. Son itinéraire est aussi adapté à des désherbages mécaniques et tous ces atouts tous ces facteurs en font un atout pour la rotation. Et c'est une filière au niveau du bio qui est déjà structurée en métropole avec plus de 47 000 hectares, ce qui représente une production d'environ 130 000 tonnes. Alors le soja à La Réunion, donc c'est uniquement pour l'instant du soja bio. Donc je parle uniquement du soja pour alimentation humaine. Donc il n'y a aucune production. Du coup, il n'y a pas de référence technique à La Réunion, mais il y a une demande locale réelle. Une demande qui va se faire via les collectivités parce que les collectivités, via la loi Egalim, ont l'obligation de proposer un repas végétarien une fois par semaine. Donc le tofu pourrait est intéressant pour répondre à cette demande. Une demande des grandes surfaces et des magasins bio spécialisés. Donc il y a déjà des transformateurs locaux qui sont implantés à La Réunion et ils importent plus de 20 tonnes de graines de soja bio par an. Et concrètement, ça représente 275 000 repas par an pour la restauration collective principalement, c'est-à-dire les collèges, les lycées et les milieux hospitaliers. Donc notre travail pour le soja, l'objectif, c'est vraiment d'évaluer la faisabilité de produire du soja à La Réunion en bio pour l'alimentation humaine. J'insiste là-dessus parce que la qualité de la graine est plus importante pour l'alimentation humaine que pour l'alimentation pour les animaux. Alors, l'objectif, c'est de tester la chaîne complète, c'est-à-dire d'aller du semis, de la production, jusqu'à la transformation de la graine récoltée, et d'acquérir du coup les coûts de production et le potentiel de rendement dans les conditions réunionnaises. En parallèle, l'objectif est également d'analyser les opportunités et la faisabilité technico-économique d'une filière soja locale, avec l'appui de l'interprofession, avec la visite d'un expert, d'une mission d'un expert de Terre Univia et qui a rencontré les acteurs locaux afin d'identifier les verrous et les leviers techniques, organisationnels et économiques. Donc concrètement, les travaux qu'on menait, nous, l'Armée Flore, au niveau agronomique, c'était les essais variétaux,
euh, les pratiques culturelles en passant par la gestion de l'enherbement et le choix de la densité. Donc concrètement, on a déployé les itinéraires techniques qui sont validés au niveau métropolitain de Terre Innovia. Donc c'est des itinéraires qui sont entièrement mécanisés. Donc on a pu aller jusqu'à la graine, et donc la graine qui a été produite localement a subi des tests de transformation pour voir si la qualité de la graine qui est produite ici répondait aux attentes du transformateur pour produire du tofu. En ce qui concerne la mission de Terre Univia, donc ils ont rencontré les acteurs, donc les producteurs potentiels, les transformateurs et également les pouvoirs publics. Donc la première phase des essais, donc 2021-2022, ça a été des résultats agronomiques via des essais factoriels comme on a l'habitude de faire. Donc concrètement, les rendements sont plutôt corrects avec des variétés qu'on a testées, des variétés qui sont des références au niveau national. Donc c'est des variétés qui sont inscrites au catalogue européen. Donc on arrive à 20-25 quintaux par hectare. Pour information, en bio, la référence, c'est 30 quintaux hectare. Donc c'est plutôt pas mal dans nos conditions. Au niveau de la qualité de la graine, elle est très correcte, avec plus de 40% de taux de protéines. Et les tests de transformation en tofu ont montré une qualité du tofu très intéressante. Ça a été très positif de la part du transformateur. Néanmoins, la croissance des plants à La Réunion est beaucoup plus faible qu'en métropole. On se retrouve avec des plants qui font 30 cm, donc on va avoir le même nombre de graines que les plants en métropole, mais sur des plants beaucoup plus petits. Les plants vont arriver à 75-95 cm en métropole. Et ça peut être problématique pour la récolte, pour mécaniser la récolte. Donc, concrètement, c'est agronomiquement faisable de produire du soja à La Réunion. Néanmoins, c'est à confirmer dans des conditions plus grandes, des conditions de production producteurs. Rapidement, je vais vous montrer l'itinéraire technique avec une petite vidéo pour vous montrer les contraintes. Donc la première étape, c'est vraiment un itinéraire technique qui est entièrement mécanisé. On est sur des modèles grande culture. Bon, là, c'est des petites parcelles parce que c'est des parcelles d'expérimentation. Donc il y a un faux semis qui est obligatoire pour diminuer le stock d'adventices. Ensuite, c'est un semis mécanisé en 4 rangs et tout le désherbage va se faire mécaniquement. Donc désherbage en RC trille sur le rang et en interrang et désherbage à la bineuse en interrang. Donc ça, c'est un critère très important parce que, vous voyez, c'est des petits plants de haricots. Et s'il y a trop de cailloux, et ben, ça va écraser les plants. Donc là, vous avez une vue d'ensemble des essais variétaux. Et la récolte va se faire à la moissonneuse-batteuse. Donc ensuite, on récupère directement les grains. Alors, on récupère directement les graines. Donc là, vous avez la moissonneuse-batteuse qu'on a pu acheter via le projet. Donc, c'est une moissonneuse-batteuse qui est adaptée à la taille des parcelles à La Réunion. Alors, en ce qui concerne l'étude de faisabilité de Terre Nivia, donc le marché, il est clairement identifié pour l'alimentation humaine. Donc, c'est pas encore mature pour l'alimentation animale. Ils avaient rencontré dans le cadre de leur mission Urcopa, qui s'occupe de la partie alimentation animale. Donc, aujourd'hui, on importe du tourteau. Donc, c'est de la graine déjà transformée et on n'a aucun équipement pour traiter de la graine. Et c'est pas encore dans les projets de la filière. Donc, pour l'instant, on se concentre vraiment sur l'alimentation humaine. Ils ont souligné que se limiter à des parcelles bio peut être un frein pour trouver des parcelles pour produire du soja. Et on va voir pourquoi. Du coup, deuxième phase du projet, donc c'est ce qui est en cours, c'est vraiment de passer à grande échelle. Donc, je rappelle, on est sur des modèles grande culture, donc entièrement mécanisés. Et donc, il faut des parcelles qui sont mécanisables, bien entendu, qui sont irriguées. Le soja a besoin d'eau pour germer, pour lever et pour remplir correctement les graines.
C'est une culture tropicale qui a besoin d'une durée de jour et de température importante. Donc, on va pouvoir produire du soja qu'à basse altitude, inférieure. En tout cas, nous, ce qu'on avait à l'idée, c'était inférieur à 400 mètres. On suppose qu'on peut monter un petit peu, mais on ne pourra pas aller à plus de 600 mètres. C'est des parcelles qui ne doivent pas avoir beaucoup de pierres, sans galets. C'est sans doute le critère le plus compliqué pour trouver des parcelles, parce qu'en effet, c'est ce que je vous montrais sur la vidéo. Quand on va désherber, s'il y a des cailloux, en fait, les machines vont pousser les cailloux sur les plants et ça risque d'écraser les plants. Et on est sur des parcelles, pour que ça soit économiquement intéressant, de taille importante. Donc, on est sur des parcelles supérieures à 1 hectare. Donc le choix est très restreint. Je vous ai remis la carte d'occupation des sols. Donc en rouge, c'est la partie urbanisée. En jaune, c'est tout ce que c'est les surfaces cagnères. Donc ça va être globalement les surfaces qui vont correspondre aux attentes du soja. Voilà. Parce qu'après, dans les hauts, c'est plutôt du fourrage et c'est trop haut pour le soja. Donc aujourd'hui, donc difficulté à trouver des parcelles qui correspondent à ces attentes, difficulté de séduire un public qui a envie d'accueillir du soja parce que aujourd'hui c'est du matériel spécifique qu'ils n'ont pas, un semoir spécifique, des besoins en moissonneuse-batteuse. Et c'est également une culture qui va présenter un chiffre d'affaires et une marge brute par conséquent peu attrayante si le producteur compare à la canne par exemple, en prenant en compte les aides bien entendu. Donc aujourd'hui, on est plutôt parti sur des stratégies à proposer des rotations plutôt que de venir qu'avec le soja. Je vous ai mis en photo là des parcelles d'oignons en bio, qui du coup, c'est de la mécanisation qu'on peut mutualiser. C'est la même mécanisation que pour le soja. Le soja a également des besoins spécifiques qui ne sont pas présents aujourd'hui à La Réunion, donc des semences forcément, et un inoculum qui est obligatoire pour implanter le soja. Donc c'est aussi des relations à construire avec les fournisseurs métropolitains. Voilà où on en est. Pour la patate douce, donc pourquoi la patate douce? Donc il y a un fort potentiel de production, c'est une culture qu'on connaît, qui est traditionnelle à La Réunion, et on peut produire du volume en plein champ assez facilement par rapport à d'autres cultures, parce qu'il y a peu de pression phytosanitaire, et on peut produire des volumes en bio, donc qui pourraient répondre aux attentes des collectivités et des enjeux de la loi Egalim. Il y a une valeur aussi nutritionnelle qui est reconnue avec des nutriments très intéressants et surtout un taux glycémique qui est plus bas que le riz. Donc à La Réunion où le taux de diabète est important, c'est un produit qui est pas négligeable. Et c'est aussi un produit qui peut être transformé de plein de façons différentes, en farine, en frites, en purée, etc. Donc, c'est le contexte à La Réunion, c'est une culture qui est encore très traditionnelle. C'est des itinéraires qui sont entièrement manuels. Je vous ai mis une petite photo là. La plantation, elle se fait par repiquage de boutures. Et ces boutures, justement, elles sont quelquefois difficiles d'accès pour des producteurs qui veulent se lancer, parce que les producteurs qui ont les boutures, quelquefois, ne veulent pas transmettre à d'autres producteurs. Donc, il y a une difficulté pour lancer ces cultures sur des exploitations qui ne la font pas encore. Euh, Il y a une demande des collectivités, mais uniquement sur des produits transformés, donc en cubes ou en frites. Et forcément, si on va sur des produits transformés, le coût d'achat pour le producteur, il va être à la baisse par rapport aux patates douces qu'il a l'habitude de vendre directement au consommateur. Et l'avantage, c'est aussi pour nous, agronomes, c'est qu'on peut s'appuyer sur des expériences qui sont faites aujourd'hui en métropole. Aujourd'hui, la patate douce est produite dans plusieurs régions de France et sur des itinéraires techniques mécanisés. Donc, on peut s'appuyer sur leur expérience. Donc, concrètement, nous, Armée-Fleur, l'objectif, c'était de valider avec le matériel qui est déjà présent à La Réunion si on pouvait mécaniser ces itinéraires pour pouvoir produire plus et aussi proposer des solutions à la manque de main-d'œuvre, parce que la patate douce, vous l'avez vu, elle est manuelle, c'est des itinéraires manuels, donc très demandeuse en main-d'œuvre. Donc l'objectif, c'était de produire des boutures. Vous avez un exemple de photo, la première photo, c'était de produire des boutures en godet pour pouvoir ensuite utiliser des planteuses, des repiqueuses comme on utilise pour planter actuellement de l'oignon, du chou. On a également autoconstruit des lames souleveuses qui vont permettre de faciliter la récolte.
Donc, les opportunités, donc là, je vais comparer les deux cultures. Donc, pour le soja, l'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, on a des transformateurs qui sont présents localement, qui sont installés depuis plusieurs années. Le marché, il est existant. On a un cahier des charges qui est défini, qui est clair sur la qualité de la graine, qui est nécessaire, et les attentes sur le produit transformé, et également sur le prix d'achat. On peut aussi se baser sur l'appui technique de Terre Innovia. Il y a des itinéraires techniques qui sont clairs avec des leviers, des références pour diminuer les charges de main-d'œuvre, qui vont être les principaux postes de charge. Et l'intérêt, c'est aussi que tout ce qu'on est en train d'acquérir sur le soja, on va pouvoir le transposer à d'autres légumineuses qu'on connaît peut-être mieux à La Réunion, comme par exemple une production de Voem, le niébé, etc. Pour la patate douce, donc là, on est sur une culture plus traditionnelle. Donc le soja n'est pas présent, mais la patate douce, elle est largement présente à La Réunion à plusieurs altitudes et dans plusieurs terroirs. Donc c'est une culture qu'on connaît, des cycles qu'on connaît, des variétés, etc., les besoins agronomiques qu'on connaît. Les producteurs sont fortement intéressés pour optimiser les itinéraires techniques, diminuer la pénibilité, par exemple, et de chercher de nouveaux marchés. Par rapport à ce qu'on a testé sur la mécanisation, donc les pistes, elles sont plutôt encourageantes, juste en adaptant ce qui est déjà localement présent, hein, sans faire rentrer des machines adaptées. Donc, ces adaptations d'itinéraire vont permettre de gagner en temps et également, ce qui n'est pas négligeable, réduire la pénibilité. Bien entendu, il y a des contraintes. Donc, pour le soja, il y a très peu de parcelles qui sont adaptées aux besoins du soja et à sa mécanisation. Ces parcelles sont très restreintes. Aujourd'hui, c'est clairement les parcelles qui sont en canne à sucre. Les besoins spécifiques, pour l'instant, ne sont pas présents à La Réunion, donc des semences, l'inoculum, les moissonneuses, mis à part la moissonneuse qui a l'armée flore pour les expérimentations. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires est vraiment peu attrayant pour les producteurs. Voilà, donc c'est vraiment, il va falloir montrer l'intérêt, on est plus dans un exercice de convaincre le producteur. Pour la patate douce, c'est plutôt la partie transformation, elle, qui est encore à construire. La transformation, le marché. En effet, il va falloir définir un cahier des charges, c'est-à-dire quel type de patate douce est attendu, quelle variété, quelle forme va correspondre le plus aux besoins de la transformation par rapport aux machines qu'ils utilisent, par exemple, quelle taille. Donc tout ça, c'est très important pour adapter les itinéraires techniques. On ne va pas planter de la même manière, pas utiliser les mêmes variétés selon qu'on veut, je ne sais pas, une patate douce longue, petite ou grosse et ronde. Voilà. Et du coup, on manque de références technico-économiques pour avoir de la visibilité sur les opportunités du marché. On manque de références aussi pour comparer euh, les itinéraires techniques qui sont mécanisés et les itinéraires techniques traditionnels pour savoir qu'est-ce qu'on va gagner. Donc ça, c'est un travail qui est en cours avec la Chambre d'agriculture, hein, d'acquérir les références technico-économiques sur ce qui est fait au moins actuellement. Donc les perspectives pour le soja, c'est vraiment de mettre en place des parcelles de démonstration. Donc ça y est, c'est enfin lancé. On espère que on va arriver jusqu'au bout. C'est parcelles de démonstration à grande échelle pour montrer aux producteurs sur des grandes surfaces que ça donne et de proposer des rotations type, comme j'ai montré tout à l'heure avec l'oignon par exemple, pour pouvoir mutualiser du matériel et diversifier les revenus. Donc l'idée, ça serait de proposer des rotations en interplantation canne par exemple. Les perspectives, ça serait aussi de produire de la semence localement via un système de royalties avec les semenciers pour pouvoir ne plus devoir subir les importations de semences. Et pour la patate douce, continuer l'amélioration des itinéraires techniques en l'adaptant au cahier des charges qu'on va construire avec un groupe de travail. Donc l'idée, c'est d'avoir un groupe de travail avec les producteurs, les transformateurs et les collectivités pour savoir quelles sont leurs attentes et d'affiner ainsi, nous, la partie itinéraire technique et potentiellement organiser une filière. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Du coup, si vous avez des questions. Merci Gaëlle, tu as tenu exactement le timing qui t'avait été proposé. Donc, un grand merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ce qui pourrait être sympa, c'est que vous remettiez vos caméras. Voilà.
Je crois qu'il y a une main levée. Donc, Monsieur Lacrompe, vous avez la parole, si vous remettez votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Bonjour à tous et à toutes. Christian Lascompe de l'interprétation française des semences et des plants. Et chargé de mission Outre-mer. J'ai rencontré certaines personnes d'entre vous à l'occasion de différents échanges. Je voulais juste intervenir par rapport à la problématique semences sur le territoire, où au niveau de l'interprofession, on a la possibilité de contacter potentiellement des fournisseurs intéressés par la fourniture de semences. Et effectivement, en production de semences de soja, il y a possibilité de pouvoir, on va dire, produire, enfin, un opérateur peut produire moyennant la fourniture. Moyennant la fourniture de semences mères et avec un système de royalties comme ça a été évoqué. Donc, c'est des choses pour lesquelles on peut apporter un accompagnement je dirais, technique. Et même aussi sur la partie réglementaire, puisque si on veut produire des semences, la semence de soja en Europe, et la Réunion fait partie de l'Europe, même si c'est un territoire d'outre-mer, la production est certifiée et ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de contrôles de qualité à faire. Mais l'interprétation française des semences est déjà présente sur la Réunion, donc c'est des possibilités qui peuvent aussi s'entrevoir. Voilà. Merci. Donc, ce n'était pas vraiment une question, c'était plutôt Non, une un prolongation ou complément une offre d'information. une offre de services et d'accompagnement. Tout à fait. Mais j'avais quand même une question sur les variétés qui ont été testées déjà sur la Réunion. Parce qu'il y a deux types de variétés, souvent des variétés plutôt destinées à l'alimentation animale, qui sont la plupart des variétés qui sont produites en métropole, et des variétés que l'on commence à voir venir un peu d'Asie, qui sont plutôt destinées à l'alimentation humaine, que l'on qualifie de soja et d'amamé. Alors, je ne sais pas ce qui a été testé au niveau de l'armée flore. Non, alors pour l'instant, nous, on a testé le soja, c'était des précaux de Terre Univia, hein, donc on a testé le panel de précocité qu'on a pu avoir, donc on a fait des sélections là-dessus. Aujourd'hui, on a les résultats que j'ai montrés là, c'était des variétés du coup inscrites au catalogue européen qui fonctionnent Mmh. bien. Et en parallèle, donc alors nous, on n'est pas sur le soja d'Asie, mais on est sur là, on va lancer donc les parcelles, les grandes parcelles que je disais, on est toujours sur le top 3 des variétés qu'on avait validées, sur les variétés préconisées par Terre Univia. Et en parallèle, on a fait rentrer des semences de Madagascar, parce que Madagascar fait aussi du soja. Bon, sur le papier, a priori, en taux de protéines, on sera un petit peu plus bas. Mais on veut quand même les évaluer pour voir si, Mmh. au niveau agronomique, si on pourrait avoir des gousses un peu plus hautes, parce on va voir là comment ça se passe sur grande parcelle. On a un peu peur. Euh, on avait fait des tests sur petites parcelles avec la moissonneuse, ça passait, mais bon, vu que la gousse est très basse pour les variétés européennes, ça peut être problématique. Mais Et on n'a pas de piste, en tout cas, pour les sojas d'Asie. On n'est pas sur des variétés Andaman. On est vraiment sur les c'est graines. Et au niveau des précocités des variétés que vous avez eues, parce que souvent les variétés, on va dire, plus tardives sont souvent un petit peu plus hautes que les variétés précoces. Alors, du coup, on avait tout testé sur les D'accord. premiers screenings, hein. On était allé de 0, 1, etc. là. D'accord. Euh, et ce qui fonctionne bien, c'était les précocités 1. Ouais, donc du matériel, enfin, au niveau de la maître école, c'est du matériel plutôt tardif. Oui. Et, ok, Est-ce qu'il y a d'autres questions? merci pour ces précisions. Merci à vous. Si vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'en aurais peut-être une parce que tu as évoqué le fait de manque de références technico-économiques sur la production de patates douces.
Donc, et donc en évoquant le fait que vous lanciez un travail avec la Chambre d'agriculture pour établir ces références technico-économiques, est-ce qu'à ta connaissance, il existe déjà quand même des références technico-économiques dans les autres départements d'outre-mer, aux Alors, Antilles ou pour être honnête, nous, on s'est lancé dans la mécanisation en supposant qu'il y avait des références sur la patate douce en itinéraire technique traditionnel. Et quand on a voulu comparer nos résultats de temps de travaux, etc., on s'est rendu compte que bah, non, il n'y avait pas. Ou en tout cas, il fallait vraiment les réactualiser. Donc, ce travail est fait actuellement par la Chambre de la Réunion. Et nous, on n'est pas allé chercher dans les DOM en privilégiant bah, des références dans nos conditions. J'avoue que je connais pas la production de la patate douce dans les autres DOM. Je suppose que ça doit pas être très différent de ce que nous on fait. Mais non, pour l'instant, nous, on s'était vraiment concentré sur la partie méca. Et c'est vrai que là, on passe à la d'accord, deuxième phase de voir bah, qu'est-ce que ça apporte hein, au niveau des temps de travaux, etc. Donc là, maintenant, il nous faut vraiment les références. Donc, d'accord, si on pourra quelqu'un a peut-être du des coup références à voilà, échanger, lancer un je veux bien. appel. Alors peut-être que c'est sur ce sujet ou sur toute autre question que Delphine Massé veut intervenir. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, Delphine Massé, je travaille au laboratoire de la santé des végétaux à l'ANSES et j'aurais voulu savoir d'où allaient venir les boutures que vous allez multiplier et puis ensuite mettre en... Alors nous, on multiplie pas de boutures. Enfin, on multiplie des boutures via le matériel végétal qu'on a déjà. On vérifie avec l'ANSES qu'elles sont pas contaminées avec de la virose. Mais du coup, pour l'instant, nous, notre travail, c'est de valider un itinéraire technique pour produire de la bouture. On est là pour valider des itinéraires techniques. Après, s'il y a production de bouture, ben, c'est des pépiniéristes qui vont prendre en main cette démarche-là. Nous, on n'a pas la capacité de produire de la bouture pour lancer des parcelles. J'ai répondu à ta question ou pas? Oui, oui, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions? Non, alors bah, moi j'en ai une autre. Pour ce qui concerne le soja, si j'ai bien compris, un des constats que vous faites, c'est que pour le moment, les itinéraires techniques que vous avez testés font que le résultat économique n'est pas, euh, n'est pas suffisamment attractif pour un producteur. Euh, est-ce que, euh, est-ce que la suite des travaux que vous allez mener sur le passage à grande échelle vous laisse penser que vous allez pouvoir améliorer ce point-là, ou est-ce que de toute manière, quelque part, pour que cette culture soit attractive et concurrentielle par rapport à une autre, il va falloir une aide ou une volonté, quelque part une volonté politique de pousser à l'implantation de cette culture. Alors, moi, mon travail à l'Armée Flore, ça va être d'optimiser les itinéraires techniques pour essayer de diminuer au maximum les charges. Ça, c'est mon travail d'agronome, mais de toute façon, on connaît la marge brute au niveau national, on n'a plus que les mêmes itinéraires. Là, on n'en est pas loin et ça ne sera pas magique, on sera sur sur la même marge brute. Et encore, enfin, vu qu'on est sur des parcelles plus compliquées, voilà. Je pense qu'on s'y approchera, mais ça sera un petit peu moins. Mais en effet, aujourd'hui, on compare le modèle Cagné qui est financièrement aidé avec une culture qui l'est pas. Donc, c'est aujourd'hui moins intéressant que la canne, ça c'est clair. Donc,
là-dessus, nous, Armée Flore, on présente des chiffres. Après, c'est politique, hein. C'est pour ça que nous, on est plus sur des stratégies à proposer des rotations. C'est le levier qu'on propose, hein. C'est parce que ça demande à un canier un investissement particulier sur de la mécanisation. Donc, l'idée, c'est pas qu'il investisse que pour du soja qui va durer 3-4 mois, mais c'est de lui proposer des rotations. Le soja, l'intérêt, c'est que c'est une plante nettoyante, il y aura moins d'adventices, donc ça va être très intéressant pour produire derrière de l'oignon, où là, le chiffre d'affaires est beaucoup plus intéressant. Donc on est plus dans cette démarche-là, mais en effet, si on veut développer ce genre de culture, il va falloir réfléchir à peut-être un accompagnement, un accompagnement. Mais nous, quand on raisonne, en tout cas, marge brute, on ne prend pas en compte un système d'aide. Entendu. Christian Lascombe. Non, oui, juste pour Oui. compléter ce que dit Gaël, le soja a aussi un autre atout, c'est que c'est une plante qui produit elle-même l'azote dont elle a besoin. Donc, en termes de fertilisation azotée, il n'y en a pas besoin. Donc, c'est peut-être aussi c'est un autre intérêt de la grande famille des plantes qu'on appelle les légumineuses. Alors, bien sûr, sous réserve que les semences soient inoculées, parce que je ne pense pas que le rhizobiome nécessaire à la fixation de l'azote par la plante soit présent sur l'île de la Réunion, hein. Je suppose que les semences que vous avez testées étaient inoculées. Oui, on a fait rentrer de l'inoculum également, mais même si on prend le fait que il n'y ait pas d'intrants, il n'y ait pas de fertilisant, ça reste une marge brute qui est moindre que la canne avec utilisation d'engrais, quoi. D'accord. Parce que parce qu'il y a des aides de la PAC. Est-ce que dans les personnes qui sont là, est-ce que, et qui viennent d'autres territoires, est-ce que vous avez des travaux en cours du même ordre ou des velléités d'aller sur ce même type de thématique? Je vois qu'on a des Guyanais, on a des Martiniquais. Donc, est-ce que vous avez connaissance ou est-ce que vous participez vous-même à ce type de travaux? Pas très bavard aujourd'hui, alors peut-être pas très réveillé parce qu'il est tôt pour certains. Dans la suite des travaux, là, Gaël, donc tu nous as indiqué que c'était dans le cadre de projets Cap Protéines, que une partie de ces travaux étaient menés. Ces travaux, enfin, le financement de ces travaux, il est assuré jusqu'à quand? Alors, on a fait le choix de découper le travail en 3 ans. Donc là, la première enveloppe, c'est jusqu'à fin 2026. Et en fait, on refait un point avec l'interprofession. Si la première phase s'est bien passée, si on commence à avoir des résultats à grande échelle, on continue. Et si vraiment on a des grosses difficultés par exemple, pour trouver les parcelles, si on trouve aucune parcelle, bah, on va peut-être arrêter. Mais voilà, on fera le point dans un an. Là, j'avoue que la première phase a été assez compliquée, entre autres pour faire rentrer des semences, parce que c'est pas facile même si on passe par Terre Univia et Terre Innovia, il y a quand même des procédures, passeport phyto, etc. à faire et bah, ça a l'air compliqué, ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc là, on a perdu beaucoup de temps, mais ça y est, les parcelles sont enfin lancées. Donc on refera le point en fin 2026 et si ça se passe bien, on repart pour 3 ans. Et on parle de combien de parcelles, du coup? Bah là, l'objectif, c'est d'en mettre le maximum, mais c'est de trouver les parcelles qui correspondent, hein. Et Oui, c'est oui. vrai qu'à La Réunion, il y a sans doute des Réunionnais qui écoutent. Trouver des parcelles sans cailloux, c'est compliqué. C'est surtout ça le facteur le plus compliqué. Euh, bon, là, et de plus en plus, les caniers commencent à s'y intéresser. Là, on va arriver dans la période où ils vont arracher certaines parcelles. Donc, ouais, mais ça se fait via des opportunités, donc il
font tomber au bon moment avec le bon producteur. On dépend énormément de ça. Oui, sans cailloux et mécanisable, oui, c'est ça. D'accord. Et Pour pour les difficultés d'approvisionnement en semences, revenez vers l'interprofession des semences, on doit pouvoir agir. Enfin, je peux regarder auprès des semenciers nationaux pour voir s'ils sont intéressés par vous fournir des semences. Ok, très bien. Alors, Si vous avez discuté via... Alors, ça n'empêchera pas les contrôles sanitaires, hein, ça, on ne peut pas y échapper. oui, Hein. En termes de fournisseurs, il y a peut-être des semenciers qui pourraient être intéressés. Et ça, en revenant oui. vers moi, je pourrais peut-être trouver plus facilement que Terre Univers. Mais Terre Univers, normalement, c'est les mêmes acteurs. Hein, donc, Oui, oui, bah, quelque part, on j'espère. pas des semenciers. Hein. Mais ouais. Je note, après, là, pour l'instant, je pense que ça devrait aller. On a reçu des semences pour 10 hectares. Donc, il ne reste plus qu'à trouver les 10 hectares. Mais pour 2026, ça devrait aller. d'accord. Alors, dans la conversation, il y a Marie Ayélévi qui a un petit souci de micro et qui donc peut pas intervenir, mais qui nous dit qu'en Guyane, à sa connaissance, il n'y a pas de culture de soja, mais que par contre, elle a travaillé sur la culture mécanisée de soja au Bénin avec le CIRAD et la Sonama. Donc, peut-être qu'il y aurait des échanges ou voilà, un échange à faire avec elle. Donc, du coup, on vous mettra dans le... Peut-être que Gaël, éventuellement, tu pourrais mettre dans la conversation ton mail. Voilà, si les personnes timides aujourd'hui veulent te poser des questions un peu plus tard. Alors, on va dire une dernière question à Vincent Petiot. Juste pour info, Oui, l'expert de Terre Innovia, du coup l'institut technique avec lequel on travaille, qui est venu sur le terrain, qui nous a accompagnés sur les itinéraires techniques, a travaillé en Guyane sur le soja. d'accord. Et pour compléter les informations, j'ai eu l'occasion, donc c'est Christian Lascompe, oui, pardon. J'ai eu l'occasion d'aller au Bénin, rencontrer les gens de la filière soja. Donc on a possibilité aussi, on a une ONG avec qui on a travaillé qui peut aussi fournir des informations, enfin, ou des noms de personnes pour échanger. Donc D'accord. voilà. Entendu, c'est noté. Alors, une dernière question à Vincent Petiot. Oui, bonjour. Conseiller fourrager à la Chambre d'agriculture de Guyane. Par rapport au soja, oui, il y a eu des cultures à l'époque, c'était fait avec le sétium. Donc, il doit y avoir des références technico-économiques. Je sais il y a eu des résultats. Et sinon, par rapport à la patate douce, je voulais savoir si la partie aérienne est récoltable ou détruite. Et si elle est récoltable, quelle valeur alimentaire elle peut avoir? Ce Non, elle n'est serait pas récoltée. ce serait pour donner en fourrage, par exemple, en complément au bovin. Voilà. D'accord. On n'a pas pensé à ça. Après, peut-être que c'est des sujets qui vont ressortir via le groupe de travail. En tout cas, aujourd'hui, la mécanisation se fait via broyage de la partie aérienne. On la laisse sécher et ensuite on passe à la lame souleveuse que je vous ai montré. Mais en tout cas, même manuellement, je connais pas trop de producteurs. J'ai jamais vu de producteurs qui valorisent le feuillage en alimentation animale. Mhm. Mais Et en valeur alimentaire du feuillage, vous avez du des... coup, j'en sais rien Vous du n'avez tout. pas. Mais ça peut être un sujet pour le groupe de travail, justement. Je Alors, note si. voilà, je vous propose qu'on note cette question et qu'on y revienne soit dans le cadre des travaux qui sont menés par l'Armée Flore, soit dans le cadre d'une réflexion plus globale au niveau des RITA. Il va falloir on arrive au terme du temps qui était imparti. Donc, je remercie Gaël pour son intervention. Je vous remercie aussi, vous, pour avoir participé et assisté à cet échange. Je remercie également la DGOM, l'ODEADOM, le ministère de l'Agriculture, le Réseau national agriculture et ruralité pour leur soutien financier et qui font que c'est grâce à eux qu'on peut faire ce webinaire.
Alors, il est important pour nous d'avoir vos retours. Donc, vous allez recevoir un lien vers un questionnaire d'évaluation. Donc, il y a vraiment que quelques questions, 4-5 questions. Donc, prenez le temps d'y répondre. Si vous participez aux séquences suivantes, je vous suggère d'attendre la fin de votre participation parce que ça concerne les trois séquences. Euh, on vous donne rendez-vous d'ores et déjà le vendredi 27 février 2026 au Salon international de l'agriculture pour le colloque RITA. Vous avez aussi possibilité de vous inscrire à la newsletter. Je vais vous mettre le lien je vous mettrai le lien dans la conversation. Et puis vous redire que tous les diaporamas, le replay de cette séquence et tous les livrables dont je vous ai parlé tout à l'heure seront prochainement mis en ligne sur Coatis. Donc un Coatis, on l'espère, rénové. Et les vidéos seront mises en ligne sur la chaîne YouTube d'Erita qui s'appelle l'Erita dans les Outre-mer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée selon l'endroit où vous êtes et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.